Ça dépend. Ça dépend. Et ça dépend quoi? Non, oui, je peux l'être. Hein, comme tous ceux qui sont, je dirais, assez calmes, assez sereins, mais qui savent ce qu'ils veulent. Quoi. Donc comme ma femme dit souvent, quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Quoi. Et tu as toujours été comme ça? Oui, je pense, depuis tout petit. Et d'ailleurs, mes filles sont comme ça aussi. C'est un trait de famille, ma femme aussi d'ailleurs. Hein, donc c'est dire l'ambiance qu'il peut y avoir donc, à la maison. Tout à fait, non, donc c'est... On a tous les cas des caractères assez forts. Donc ça veut dire que tout jeune, tu savais déjà ce que tu allais faire? Oui, même si c'est pas ça que je fais. D'accord. Mais j'avais une idée assez précise de ce que j'allais faire. Et c'était quoi? C'était journaliste. Donc j'avais dans l'idée d'être journaliste. Et c'est comme ça que j'ai fait des études. Donc je vais pas dire généraliste, mais des études qui sont relativement intéressantes aussi pour le journalisme. Donc le droit. À l'époque, pas mal de journalistes, un certain nombre en tout cas, avaient fait le droit. Et donc c'était dans cette idée-là en fait que j'ai commencé mes études. Et qu'est-ce qu'il y a que tu as bifurqué? C'est pendant les études. Pendant les études, à la fois des différents contacts que j'ai pu avoir par rapport au milieu journalistique, je me suis rendu compte que c'était assez compliqué. Il faut connaître un certain nombre de personnes, semble-t-il. C'est assez compliqué de pouvoir, je dirais, s'épanouir dans ce milieu-là quand on ne connaît personne, ce qui était mon cas. Et puis surtout, le fait que j'ai rencontré différentes matières, évidemment pendant mes études de droit, et donc assez rapidement, je dirais en deuxième ou troisième année, j'avais comme idée de devenir juge d'instruction. Ce que je ne suis pas non plus. Et donc, à la fin de mes études de droit, j'ai opté pour autre chose, d'abord pour avocat. Donc j'ai été avocat pendant un certain temps, très peu de temps, mais le temps nécessaire pour devenir magistrat, puisque c'était ça mon idée. Donc, juge d'instruction, évidemment, c'est aussi un magistrat, mais j'avais comme idée plutôt d'être juge du fond, on va dire. Et donc, éventuellement, juge d'instruction, mais pas de manière exclusive. Et donc, à l'époque, il était obligatoire d'avoir été au minimum 1 an avocat. Donc, j'ai été avocat pendant 1 an et demi. Et puis donc je suis devenu magistrat au parquet, donc comme procureur. Je suis resté quelques années et puis dans l'idée de devenir juge, et puis finalement ces quelques années, ça m'a beaucoup plu. J'ai fait différents types de métiers au sein de cette profession et je suis finalement resté procureur pendant 25 ans. Et là on avance à grande enjambée. Ah là on est 25 ans plus tard. Oui, mais moi j'aimerais revenir justement à ce moment où le futur journaliste, qui a-t-il comme idole à ce moment-là? Parce qu'il a un journaliste phare qu'il veut imiter, qu'il veut connaître. Je dirais qu'il y avait 2 journalistes qui m'impressionnaient beaucoup. C'était Philippe Toussaint, qui faisait le journal des procès, et René Aquin, du Soir, journaliste d'investigation, qui publiait d'ailleurs des livres d'investigation sur les tueries du Brabant notamment, etc. Thierry Wertz aurait été un bon journaliste d'investigation. Ah, peut-être, oui. C'était un peu mes modèles à l'époque. Voilà, c'est ça, oui, ça ne m'étonne pas du tout. Des journalistes d'ailleurs, comme malheureusement il n'en existe, à mon avis, plus aujourd'hui, ou pratiquement plus. En Belgique, je n'en connais pas beaucoup. Un peu Mediapart. Oui. C'est le style un peu Mediapart. Voilà. Ce genre-là... alors il y a... Tu aurais dû avoir la moustache alors. Oui. Oui, mais ça se ressent de suite au niveau, je vais dire, du jeune homme qui veut aller fouiner, aller voir, aller décortiquer les choses. Et c'est vrai très curieux, j'ai toujours été très curieux de nature, oui, voilà. c'est ça. Oui, essayer toujours de voir ce qui... ne pas se fier aux apparences. Ça j'aime beaucoup, cette idée-là. C'est d'ailleurs complètement au cœur de mon 2e livre. Voilà, cette idée de ne pas se fier aux apparences, de voir un petit peu ce qu'il y a derrière les choses qui paraissent évidentes. Quand on gratte un peu, c'est souvent beaucoup moins évident. On va rester dans le cadre du journalisme, parce que dans
fonctions que tu as occupées, évidemment, tu as été en présence de cette corporation, que tu as essayé de goûter d'un côté, que tu n'as pas, je veux dire, goûté, mais tu les vois en face de toi. Est-ce qu'ils posent toujours les questions que tu as envie d'entendre? Ou trouves-tu que les questions pertinentes ne fusent pas assez rapidement? Oui et non. C'est-à-dire que, pour moi, les questions pertinentes seraient plus des questions de fond, évidemment. Hein. Mais ça, on est dans un journalisme aujourd'hui qui est beaucoup plus axé, je dirais, sur l'instantané, le buzz. Hein. Donc c'est sûr que ils survolent. Donc les contacts que j'ai eus, c'est toujours... ça ne va pas au fond des choses. Ils viennent chercher l'information, ils ne viennent pas avec des questions qu'ils vont te poser. Ah non, non, donc moi je ne sais pas du tout ce qu'ils vont poser. Est-ce qu'ils préparent? Ces gens préparent encore? Oui, oui, je pense qu'ils suivent beaucoup ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les fils d'actu, comme on dit, des journaux. Et donc, une info chasse l'autre. Donc, voilà. Ce qu'ils veulent, c'est une confirmation d'une info qui est sortie, et sans plus. On n'est pas tellement dans une logique d'explication, on est vraiment dans une logique d'information brute, confirmer, voilà, telle ou telle personne a été arrêtée, il s'est passé telle ou telle chose, sans plus. Donc ça, c'est vrai que c'est lié évidemment à l'évolution aussi hein, des réseaux sociaux, la manière dont le travail journalistique se fait est complètement différent de ce qui se faisait il y a 20 ou 30 ans. Hein, donc ils sont... donc voilà, donc moi je ne suis jamais tellement embêté par les questions parce que c'est jamais vraiment des questions très, très fouillées ou très approfondies. Ce qui pourrait éventuellement être plus embêtant, s'il faut commencer à expliquer plus, à aller vraiment au fond des choses. Voilà, donc on devrait s'y attendre. On est plutôt dans la confirmation du nombre de personnes arrêtées, des choses comme ça. Mais non, ça c'est par rapport au contact que j'avais traditionnellement, je dirais, avec les journalistes par rapport à ces sujets-là. Maintenant, il est clair que certains d'entre eux, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, faisaient ou ont préparé des reportages un petit peu plus de fond. Et là, je les ai rencontrés pour ça. Ils ont posé des questions plus approfondies, mais c'est vraiment l'exception. C'est vraiment l'exception. Alors ça s'est fait à l'occasion d'un anniversaire. Voilà, ça fait 1 an qu'il y a eu des attentats, etc. Donc là, ils allaient parfois un petit peu plus loin, mais ça reste quand même assez général, effectivement. Ouais. Je reste toujours dans le cadre du journalisme. Encore une fois, on a dit qu'il n'y avait plus tellement ce devoir d'investigation de la part du journaliste, ou du moins on en voit beaucoup moins, on en connaît. Il y en a peut-être, mais qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'ils travaillent à infiltrer, ou est-ce qu'ils... je ne sais pas comment ils peuvent procéder, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait plus ces gens qui vont à l'avant d'un sujet, à l'avant d'un problème, pour dire il y a quelque chose qui ne marche vraiment pas, allons vraiment trouver les gens concernés pour découvrir et savoir, et commencer à tout mettre en balance. Oui, je pense que ça, il n'y a pratiquement plus, pour des raisons, à mon avis, économiques. C'est-à-dire que les médias ont du mal à survivre, pour la plupart d'entre eux, et ne peuvent pas se permettre de payer un journaliste pour qu'il disparaisse pendant 1 an, et qu'il pénètre, infiltrer, pénétrer en tout cas un milieu, pour ensuite revenir avec vraiment plusieurs articles ou reportages de fond, voire un ouvrage, etc. Alors, je pense que c'est économiquement pratiquement impossible. Hein, donc c'est ce qui explique à mon avis que ça ne se fait plus. C'est extrêmement rare. Alors ce qui marche parfois, c'est de se servir de ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Et là, effectivement, ces lanceurs d'alerte envoient un grand nombre d'informations très intéressantes à des collectifs de journalistes. Et eux, à ce moment-là, enquêtent, mais c'est plus... Je dirais plus qu'un travail d'enquête, je dirais que c'est plus un travail de dépouillement des documents qu'ils ont reçus. Donc ils reçoivent des documents entre guillemets volés ou, voilà, ou captés, ou, etc., de personnes extrêmement bien informées, qui leur envoient une masse de documents qui ne sont pas censés communiquer, mais qui sont très intéressants parce que ça révèle évidemment des infractions, des mécanismes, hein, on a les Panama Papers, etc.
le LuxLeaks et autres. Mais à la base, ce n'est pas un travail journalistique. À la base, ce sont des lanceurs d'alerte qui s'adressent à des journalistes, qui ensuite font un travail, je dirais, de lecture, de recoupement, d'analyse de ce qu'on leur renvoie. Mais ce n'est pas eux qui vont chercher véritablement, à mon avis, l'information. Ceci dit, c'est aussi ça l'évolution. Hein, donc ça reste un vrai travail journalistique et c'est grâce quand même à un certain nombre de reportages et d'articles parus dans les médias, relayant ce que ces lanceurs d'alerte ont pu dénoncer, que quand même un certain nombre de scandales ont pu éclater. Donc ça reste grâce aux journalistes. Hein. Je suis journaliste d'investigation, je viens de découvrir une masse d'informations. On n'est que quelques-uns, je vais dire en Europe, à les détenir. J'habite en Belgique, je vais trouver qui pour ça? Je vais trouver un policier, je vais trouver un magistrat. Il y a des journalistes, je ne vais pas citer de nom comme ça dans ce contexte-ci, mais, non, mais je trouve ils sont connus. Est-ce que je vais trouver quelqu'un dans le monde de la justice pour dire, voilà, j'ai un pétard ici, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que ça peut arriver, ça? En tant que journaliste? Oui. Non, le journaliste, lui, va l'utiliser pour lui-même. Donc, il va publier des articles dans son journal, et ça a été fait en Belgique. Hein. Il y a des journalistes d'investigation dans le contexte que je viens de circonscrire, donc suite à des lanceurs d'alerte, etc., qui, avec beaucoup de talent, ont fait éclater des scandales. Hein, mais ils ne vont pas s'adresser à la justice. Ils ne vont pas prendre une info, ils ne vont pas, je veux dire, s'informer avant, ils ne vont pas non, demander conseil avant. Non, je crois qu'ils vont dévoiler le scandale, il va y avoir... ils font ça en plusieurs fois, hein, ils ne dévoilent pas tout en une fois. Donc ce sont un peu des séries comme ça, où à chaque fois évidemment ils regardent un peu comment les gens réagissent, et puis il y a la deuxième parution, de la suite, etc. Et c'est très bien fait. Et puis c'est la justice qui va s'y mêler. Voilà, alors souvent à ce moment-là la justice prend contact éventuellement avec des journalistes, mais qui se retranchent gérer le secret professionnel, ce qui est tout à fait logique. Mais donc la justice va se saisir éventuellement d'une affaire, après avoir pris connaissance d'abord d'articles de presse. Par rapport à ce genre de scandale-là, hein. Maintenant, la justice reçoit aussi directement des dénonciations de la part de lanceurs d'alerte qui ne passent pas par les médias. Donc on a quand même plusieurs affaires aussi, on a eu des affaires importantes qui sont nées de dénonciations faites par des lanceurs d'alerte qui ne s'adressent pas aux journalistes, qui s'adressent aux autorités judiciaires. Donc ça arrive aussi. C'est parce que les enjeux sont trop gros ou bien ça n'intéresse pas le journaliste, donc il faut quand même... Ça je ne sais pas. Oui, ça je ne sais pas comment ils choisissent exactement à qui ils s'adressent, mais les deux arrivent. Mais donc il y a quand même eu un beau flirt entre le monde du journalisme et le métier que tu as fait tout au cours d'une carrière. Ah oui, parce que j'ai beaucoup aimé cette période de contact avec les journalistes. Et aussi, pour certains d'entre eux en tout cas, toutes les explications qu'ils ont demandées, mais en marge, pour mieux connaître le sujet. Donc il y a quand même un certain nombre de journalistes qui profitent un peu de ces contacts qu'ils ont pour se former. Et ça j'apprécie beaucoup parce que c'est un peu mon côté aussi enseignant. J'aime bien expliquer comment fonctionne la justice en Belgique, en particulier à l'époque, donc j'étais porte-parole du parquet fédéral, d'expliquer ce que nous faisons, d'expliquer un petit peu le contexte aussi juridique. Et il y a quand même quelques journalistes, des étrangers d'ailleurs, très souvent, mais quelques Belges aussi, qui parfois pendant de longues minutes, je dirais, posaient des questions en marge de leur reportage, pour tout simplement comprendre comment ça fonctionne, les différences entre un procureur, un juge, etc. Donc, tout ça n'est quand même pas toujours si simple, et donc il y en a qui ont ce souci, en tout cas, de bien faire et de bien comprendre ce qui se passe. Donc le rôle du porte-parole, quand j'étais porte-parole, est assez peu connu finalement, hein, parce qu'il y a de temps en temps une conférence de presse que tout le monde voit, mais l'essentiel du travail, c'est tout à fait autre chose. Ce sont des contacts qu'on a par téléphone ou par mail, etc., avec des journalistes, et des explications. Voilà. Des fois, ils sont au courant d'un certain nombre de choses, ils nous contactent pour vérifier, et là,
on entame des discussions, par exemple aussi parfois pour qu'ils ne publient pas ce qu'ils savent. Parce que ça n'est pas opportun à ce moment-là. Donc ça c'est pas évident parce qu'il faut convaincre souvent les rédacteurs en chef à ce moment-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans une logique de faire le buzz, donc être le premier à sortir un truc. Donc du coup, si on demande d'attendre, il y a un risque que quelqu'un d'autre le sorte avant eux, sans prévenir le porte-parole. C'est arrivé. C'est arrivé. Et donc moi je ne sais pas évidemment intervenir par rapport à ça, puisque la personne qui sort l'info ne m'a jamais contacté. Voilà. D'accord, oui. Donc ça c'est un risque. Il y a tout un jeu, j'ai envie de dire, par rapport à ça, puisque pour eux en tout cas c'est un jeu important, puisqu'il faut être le premier. Bon, on ne peut pas parler d'une confrontation lors d'une prise de parole d'un magistrat devant un auditoire de journalistes, mais quand même on peut se retrouver, je veux dire, retrancher derrière aussi des informations qu'on ne peut pas toutes lâcher. Ah oui, ça c'est fréquent. Voilà. Mais c'est plutôt un travail on travaille en coopération. En coopération. Oui. Oui, il y a ce qu'on peut communiquer évidemment officiellement. Il y a un certain nombre de contacts qu'on a officieusement. Et donc on répond à certaines questions. Donc ça se fait, tout ça est très, très réglementé, très codifié. En tout cas, je dirais avec les journalistes fiables, c'est-à-dire ceux qui ont une déontologie, qui respectent une déontologie journalistique et avec qui on peut travailler. Donc on peut leur dire des choses, on sait qu'ils ne vont pas le répercuter. Pareil, on peut confirmer des choses qu'ils savent, parce qu'on sait que si on leur demande de ne pas le publier, ils ne le publieront pas. Donc voilà. Maintenant, il y a aussi évidemment toute une autre catégorie de journalistes à qui on ne peut pas dire quoi que ce soit parce qu'on ne peut pas avoir confiance. Ça, c'est clair. Ça, j'ai vécu évidemment ça aussi, des situations où les journalistes ne respectent pas leur déontologie. Malheureusement, ça arrive très souvent aussi. Comment hybrider un porte-parole? Je présume que derrière lui, il y a quelqu'un qui va tenir encore des rênes. Ou... Non, justement, le porte-parole a une grande liberté, en tout cas au parquet fédéral. C'est vraiment lui qui décide en très grande partie ce qu'on va communiquer ou pas. Alors naturellement, on sait très bien, puisqu'on est nous-mêmes magistrats, que en gros, il faut dire le moins possible, dans l'intérêt de l'enquête. Mais on sait aussi qu'on ne peut pas rien dire, parce que il y a des rumeurs qui se propagent, ça peut partir dans tous les sens. Donc il faut confirmer un certain nombre de choses qu'on peut confirmer. Souvent il y a des fuites plutôt au niveau des policiers vers les journalistes ou d'autres milieux. Donc les journalistes, quand ils nous contactent, sont déjà au courant de toute une série de choses. Et donc là, il y a des choses que je peux alors confirmer parce qu'ils le savent. Et parce qu'autant qu'ils soient au courant alors de ce qui est réellement la vérité et pas de ce qui est là. Mais très souvent on ne confirme pas, on n'infirme pas, c'est une expression connue dans les milieux journalistiques. On me contacte et je dis je ne confirme pas, je n'infirme pas. Donc on ne fait aucun commentaire. En fait. C'est un petit jeu de chat et de la souris, quoi. Oui. D'accord. Enfin, c'est extraordinaire de voir, enfin de découvrir qu'il y a tout un monde qui est déjà au courant de l'information, qui n'est pas encore rendu public. Il y a cette conférence de presse qui va enfin rendre public. Comment peut-on appeler ça? C'est le pouvoir contre la... pas contre, mais face à la population. Bien, on est quand même en démocratie, donc la population est en droit de savoir. Comment se fait-il qu'au sein d'une population, il y a des gens qui font partie du côté pile et d'autres du côté face? Non, mais ça c'est quand même pas de clans opposés. Et pourtant, si, il y en a qui sont au courant et d'autres pas. Non, mais là, on parle évidemment de porte-parole au parquet fédéral, essentiellement dans les affaires de terrorisme. Et donc, il y a évidemment un enjeu là derrière. C'est-à-dire que les premiers qui nous suivent en permanence sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé, etc., ce sont les terroristes. Donc ils sont très accros, ils ont toutes les applications possibles, ils sont au courant de tout. Donc ils jouent énormément avec les médias.
Donc par conséquent, évidemment, ce sont nos premiers auditeurs. Donc on sait qu'on s'adresse à eux. Évidemment, il faut faire attention à ce qu'on dit. On peut aussi de temps en temps dire certaines choses qui peuvent avoir un intérêt. Donc tout ça est très tactique. Hein. Mais il y a quand même des enjeux énormes en jeu. Hein. Donc dévoiler certaines choses, ça peut entraîner des difficultés dans certaines enquêtes. Donc c'est extrêmement complexe. Hein. C'est extrêmement complexe. Si on en dit trop, ça peut donner des informations aussi à ceux qui nous écoutent. Hein. Donc ils peuvent éventuellement précipiter certaines opérations qu'ils ont envie de faire, ou se cacher, ou changer d'endroit, etc. Donc il y a là tout un jeu qui peut arriver. Par exemple, à un moment donné, on joue aussi sur le timing. Donc à un moment donné, on a retardé, alors bon voilà, c'est toujours très compliqué d'être prêt à temps pour une grande conférence de presse où il y a 500 journalistes. Mais disons que ça m'est arrivé de jouer là-dessus, c'est-à-dire de descendre plus tard, un peu plus tard, etc. Enfin, bref, de capter l'attention à un moment donné, de manière à ce qu'au niveau de l'enquête, on puisse au même moment faire des choses en toute discrétion. Puisque tous les journalistes sont occupés à nous écouter, à nous regarder sur place, dans les salles de conférences de presse, enfin de rédaction, etc. Et finalement, plus personne, même le public, même les habitants, savent qu'il va y avoir une conférence de presse à telle heure, ils sont occupés à regarder, etc. Et plus personne n'est véritablement témoin de, par exemple, une perquisition qui est un peu délicate qui peut se faire au même moment, des choses comme ça. Donc, tout ça est organisé de manière très globale. Tu as parlé tantôt que tu étais enseignant aussi. Oui. Tu te retrouves devant quel public à ce moment-là? Essentiellement donc des policiers, donc des personnes qui seront amenées à mener les enquêtes judiciaires, donc c'est dans ce cadre-là. J'ai donné toute une série de cours, mais actuellement je donne un cours qui est spécialisé sur les homicides, les coups et blessures aggravés, à un public donc de policiers mais expérimentés. Donc ils ont quand même souvent 10-15 ans d'ancienneté. Donc c'est un public extrêmement intéressant parce qu'ils ont du vécu, donc ils ont pas mal de questions précises. Donc c'est une expérience, ça fait 20 ans que je donne cours, mais c'est quelque chose qui m'apporte énormément parce que c'est vrai que ça me pousse toujours, je dirais, à être innovant. Oui, innovant et vraiment au courant de tout. Quoi, parce que c'est des questions assez pointues donc, qui sont posées. Donc... Parce qu'il faut encore faire accepter à quelqu'un qui a 30 ou 40, enfin, les 15 ou 20 ans de bouteille, d'aller suivre encore des cours en se disant mais qu'est-ce que je vais apprendre là alors que moi je suis sur le terrain. Oui, mais ce sont des formations certificatives, etc. Voilà. Donc ils ont un certain nombre de formations à faire pour obtenir des brevets, éventuellement pour passer de grade, etc. Donc c'est enrichissant pour toi, ça. Quelque part, ils sont un peu obligés de suivre l'ensemble de la formation. Mais c'est enrichissant parce que tu vas cueillir là-bas des informations, parfois, tiens, un cas vécu. Oui. Et d'ailleurs, je donne ce cours de manière extrêmement pratique, hein, donc j'aborde en fait essentiellement des cas vécus. Voilà. Et puis on discute et j'explique ce qui n'a pas bien fonctionné, et pourquoi, etc. Donc on part vraiment de situations réelles. Ça c'est intéressant ce genre de débat. Il y a toute une série de scènes de crime, c'est fort axé là-dessus. Et puis des enquêtes criminelles, et pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, pourquoi est-ce que ça a abouti à un acquittement, alors qu'on avait le suspect, etc. Comment est-ce qu'on peut faire mieux pour éviter ça. Donc c'est vraiment extrêmement pratique. Hein. C'est ça que j'aime bien, c'est de la formation professionnelle pour adultes. Donc c'est très différent que de donner un cours, je dirais, dans une école supérieure ou ailleurs. Hein. Donc on s'adresse ici à un public de professionnels. Et alors j'ai donné cours également à l'école militaire, où là, quand je pratiquais des matières, parce que maintenant je ne suis plus au parquet fédéral, hein, donc tout ce dont on parle ici, c'est un peu le passé, mais j'étais aussi spécialisé donc, dans des matières de droit international humanitaire, donc, notamment ce qu'on appelle le droit de la guerre. Et donc,
je formais les officiers, alors à la fois les officiers juristes, mais aussi les officiers qui ne sont pas juristes, mais qui ont une formation en droit des conflits armés. Et alors les futurs officiers supérieurs. Donc là, il y a un brevet pour devenir officier supérieur, donc pour présenter les examens pour devenir major. Et donc dans ce contexte-là, ils ont un certain nombre de cours, et j'intervenais à ce niveau-là aussi, donc par rapport aux relations entre la hiérarchie militaire, notamment les commandants de détachement à l'étranger, et le parquet fédéral, qui est compétent pour tout ce qui se passe à l'étranger par rapport aux militaires. Dis justement quelque chose à te faire écouter à ce sujet-là. Alors. Chypre. Le temps semble arrêter, un lézard glisse sur le mur et les hirondelles virevoltent. Au loin, un coq s'époumonne. On ne l'écoute plus depuis longtemps. La lumière inonde le ciel du bleu, des volets fermés, poussiéreux vestiges des douleurs cachées. Les murs de pierre dorment encore, les cicatrices attendent le retour des exilés. Dans les ruelles escarpées, les chats se bousculent. En route pour la partie nord de l'île, dans le no man's land des kilomètres de barbelés, de part et d'autre de la route frontière, des uniformes font mine de s'observer. Et du rien, à perte de vue. L'ombre d'un oiseau traverse le citronnier. Qui s'en souviendra? Beau. C'est un texte que tu as fait, qui vient d'être lu par notre ami Alain Cadéot, où justement il parle d'un endroit que tu viens nous citer, l'étranger, et ton implication dans les conflits à l'étranger. Oui, donc lorsque j'étais magistrat au parquet fédéral, j'ai été amené à faire un certain nombre de voyages à l'étranger dans le cadre donc de missions avec l'armée. Donc le rôle du magistrat là est de contrôler d'une certaine façon l'action de nos militaires à l'étranger. Et en particulier par rapport à ce qu'on appelle le droit de la guerre. Et donc le droit de la guerre, c'est trois grandes catégories. C'est tout ce qui est génocide, bon, ça c'est évidemment très marginal. C'est tout ce qui est crimes de droit humanitaire et les crimes de guerre. Donc ce qui est possible, je dirais, en ce qui concerne les militaires belges, et heureusement ça n'arrive pas, mais on pourrait imaginer qu'un militaire belge commette éventuellement un crime de guerre. Et donc, c'est pour éviter que ça n'arrive, hein, c'est très préventif qu'on donne des formations à l'école militaire et qu'on se rend sur place pour avoir une bonne idée de ce qui se passe et compléter la formation et les interactions qu'on a avec eux. Alors, le magistrat belge qui part à l'étranger dans ce contexte-là est aussi compétent pour tout ce qui est infractions commises par des militaires belges à l'étranger. Donc là, on est dans le droit commun, voilà. Il peut y avoir des bagarres, il peut y avoir toute une série de choses qui se passent. Mais donc, les sujets, évidemment, que j'ai abordés dans le livre, sont des voyages que j'ai pu faire dans des pays très improbables pour quelqu'un, je dirais, comme moi, ou comme tout touriste normal, on va dire, il n'aura pas accès à un certain nombre de pays. C'est plus que difficile en tout cas de se rendre évidemment en Afghanistan,
même au sud Liban, il y a des zones qui sont contrôlées qui sont interdites au public. Ça peut être le Mali. Le Mali est quand même très compliqué, je dirais, d'accès aujourd'hui pour les touristes. Ça peut être aussi certaines missions en Jordanie, au Congo. Bien sûr, on peut prendre l'avion et se rendre à Kinshasa, mais une fois qu'on sera à Kinshasa, ça va être assez compliqué quand même de visiter ou de pénétrer dans ce pays extrêmement compliqué à l'heure actuelle et extrêmement dangereux. Donc en fait, le point commun, c'est que c'est chaque fois des pays où il est fortement déconseillé de se rendre, notamment d'ailleurs quand on consulte le site des affaires étrangères pour les voyageurs, ils disent il faut pas se rendre là-bas, à moins vraiment d'être obligé pour des raisons professionnelles. Donc c'est chaque fois des zones qui sont inaccessibles. Alors j'ai pu y accéder uniquement parce que j'étais évidemment dans un milieu militaire, protégé d'ailleurs par les militaires, etc. Et donc dans le cadre de ce contexte-là, j'ai été amené à visiter, à rendre des visites de travail et autres aux militaires belges. Et par la même occasion, évidemment, à traverser des régions dans ces pays, à visiter, etc., un certain nombre de sites, et à voir évidemment toute une série de choses, puisque l'Afghanistan notamment, mais pas seulement, ce sont des endroits où on est réellement en guerre. Donc il y a un risque d'attaque, il y a des attaques qui se passent, il y a des attentats qui se passent, etc. Donc c'est vraiment là, en milieu militaire, à très haut risque en fait, donc ce que font ces militaires. Et donc, on est quelques-uns sans être militaires, puisqu'on n'a pas la qualité de militaire, nous sommes des civils, mais nous avons la possibilité, parce qu'on est un peu obligé évidemment de le faire aussi, c'est dans nos attributions, mais on a cette possibilité donc d'aller là où vont les militaires sur des terrains de guerre en fait. Voilà. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai ramené évidemment un certain nombre de souvenirs, puisque dans ce premier livre, il y a une alternance entre des situations que j'ai pu rencontrer en Belgique et des situations rencontrées donc, dans ces pays-là, ce qui crée évidemment un aller-retour entre la Belgique et des pays comme ça improbables, mais où on voit aussi qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent en Belgique, donc ça c'est intéressant, pour retracer sous forme un peu de photographie, c'est un peu mon style d'écriture dans ce premier livre en tout cas, donc de présenter un petit album, comme je dis souvent, de photos, des polaroïdes, simplement ce sont des photos qui sont faites de mots. Y a-t-il eu un élément déclencheur qui a fait franchir le pas de se dire maintenant, je m'y mets, je rassemble un certain nombre de textes? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Je ne sais pas très bien comment c'est venu, je crois que c'est venu... J'ai commencé à griffonner des petites choses, à écrire des petits bouts de phrases par rapport à certaines petites affaires ou petits flashs qui me revenaient. Alors essentiellement, à mon avis, pour des situations rencontrées en Belgique, en matière d'homicide, en matière de protection de la jeunesse, qui sont mes grandes spécialités en fait. Des petites histoires, des flashs, des images qui me revenaient 15-20 ans après. Et donc, de manière instinctive, je me suis mis un peu à écrire ça, mais de manière très très condensée. Ce qui fait que je me suis dit, tiens, je vais un peu m'intéresser aux haïkus, que je ne connaissais pas. Je me suis un peu intéressé à ça. J'ai trouvé ça, c'était un style qui me convenait bien. J'ai fait une petite formation, un petit stage où nous étions seulement 3 chez un écrivain français qui a notamment écrit tout un manuel par rapport au haïku, mais qui a écrit des romans également. Et un personnage un peu haut en couleur, mais qui nous a poussé dans nos retranchements. Donc c'est pas du tout lui qui va nous apprendre comment faire. Il nous faisait écrire et puis il critiquait, c'est sans concession. Et finalement là je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui fonctionnait assez bien. Donc
il y avait très peu de commentaires finalement par rapport à la manière dont j'écrivais ce style très court. Donc ça m'a plu et j'ai commencé à écrire alors ce type de petite écriture, donc en 3 phrases, 17 syllabes, etc. Et puis je me suis dit, c'est un peu court, j'aimerais bien mettre ce taïku en contexte. Et là j'ai commencé à écrire des petites phrases très synthétiques aussi, très photographiques, très coup de poing. Et j'ai rédigé 2-3 textes un petit peu comme ça, que je lui ai montrés. Et il m'a véritablement encouragé. C'est assez sympa d'ailleurs en dédicaçant un de ses livres. Je lui avais rien demandé, mais il en a profité pour m'encourager véritablement dans ce projet, qui était assez inédit, ça ne s'est jamais fait en fait. Et lui, il y a cru. Il m'a dit, vraiment, tu dois le faire parce que il y a vraiment quelque chose, quoi. Mais là, on était vraiment au tout début. J'avais fait peut-être 2 textes un peu aboutis, c'est tout. Et quelques haïkus, un peu plus de haïkus. Et donc voilà, suite à ça, je me suis dit, tiens, c'est quand même un chouette encouragement, donc je vais essayer de creuser cette idée. Et finalement, c'est devenu effectivement un recueil de 20 textes avec toute une construction et qui a tout de suite intéressé en tout cas une éditrice, donc je suis très content. Maison d'édition française du nom de Pipa. Oui, c'est ça. Dont l'éditrice est madame. C'est Brigitte Pelletier. Oui. Oui. Oui, qui fait un travail remarquable dans tout ce qui est justement littérature un peu japonaise, enfin de style japonais, donc beaucoup d'haïkus, des recueils d'haïkus, etc. Quelques recueils de ce qu'on appelle des haibun, qui sont plus un peu des récits de voyage. Et alors, bon, c'est pour ça que je m'étais adressé un peu à elle, me disant que ce que je fais qui est un peu hybride, qui ne s'est jamais fait, mais je me dis c'est quand même d'inspiration, on va dire, japonaise, comme style. Donc c'est l'idée de raconter un récit de voyage. Des photos faites de mots, comme j'ai dit toujours, c'est-à-dire beaucoup de sensibilité, c'est-à-dire dire le moins possible, mais évoquer le plus possible. Donc faire voyager le lecteur. C'est le propre de cette littérature japonaise, c'est-à-dire que en quelques phrases, quand c'est bien fait, on touche à quelque chose d'universel. En partant parfois, on a l'impression d'un gros plan, d'un pétale de fleurs, ils parviennent à nous faire accéder à l'universel. Donc c'est cette démarche-là que j'ai eue dans ce projet-là, par rapport à des sujets tout à fait différents. Et c'est ça qui était quand même un risque, parce que d'habitude dans ces littératures-là, et c'est très codifié, donc ça tourne autour des 4 saisons. Et d'ailleurs, dans les haïkus, normalement, il faut ce qu'on appelle un kigo, c'est-à-dire un mot de saison. Donc, c'est comme ça que souvent dans les haïkus japonais, ça commence par exemple cerisier en fleurs, et puis ça continue. Cerisier en fleurs, voilà, on a une idée, c'est le printemps, c'est fin avril, début mai, etc. Donc il y a toujours moyen, quand on lit un haïku japonais, de savoir exactement à quelle saison on est. Ça fait partie de leur code. Et donc ça, moi j'ai explosé en fait tout ça, en me disant je vais utiliser la forme du récit de voyage un peu à la japonaise, en insérant chaque fois un haïku à la fin de chaque petit tableau, mais un haïku qui sera très différent des petites fleurs et tout ça. Bon, j'ai aussi écrit des haïkus de ce style-là, je trouve ça fantastique, mais l'idée ici était de faire tout à fait autre chose. Donc j'ai gardé en quelque sorte, on va dire, la forme pour un tout autre fond. Et c'est en ce sens que ça a intéressé, en fait, c'était qui tout double. Donc voilà, j'ai envoyé à 4 ou 5 éditeurs, 4 je crois. Donc pas tellement, parce que je me suis dit, de toute façon, il y en a très peu qui éditent ce genre de choses, donc il faut cibler. Voilà, donc qui peut être intéressé par ça? Surtout que je voulais en plus que ce soit illustré par une artiste plasticienne. Donc ça limite vraiment très très fort le nombre de maisons d'édition. Et donc voilà, il y en a 3 qui m'ont pas répondu, ce qui est assez classique. Et il y en a une qui m'a répondu moins d'une semaine après, en me disant j'arrive,
je veux absolument vous rencontrer. Donc elle est venue de Paris, on s'est rencontrés ici, et voilà, elle a vraiment accroché au projet. Elle en a fait un très bel objet. Et alors, ça, c'est pour ça que je ne m'étais pas adressé à beaucoup d'éditeurs, n'étant pas un professionnel, je ne sais pas, écrivain, j'ai un autre métier, donc j'ai une passion pour l'écriture, la lecture, mais donc tant qu'à se faire plaisir, ben, autant vraiment se faire plaisir. Donc moi, ce que je voulais, parce que j'ai une passion pour l'objet de ces livres, d'abord, je voulais donc m'adresser uniquement à des éditeurs papier. Les livres numériques, je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais ce n'est pas ça que je voulais en tout cas pour moi. Donc je voulais évidemment un livre papier et un bel objet. Effectivement, du beau papier, etc., etc. Une belle qualité d'impression, notamment des dessins, etc. Et donc c'est un gros pari parce qu'il n'y en a pratiquement pas qui font ça en fait. Hein. Et donc j'étais très content qu'elle réponde positivement puisque c'est effectivement une maison d'édition qui fait un travail de grande qualité au niveau de l'objet. C'est un très très bel objet. Donc en tiroir, il y a encore des textes et des textes et des textes. Pas tellement. J'ai maintenant terminé un roman. Mais ça, c'est autre chose. Mais dans ce genre d'écriture-là, il y a... Dans ce genre d'écriture-là, j'ai quelques autres textes, mais oui. pas tant que ça, non. Qui peuvent mûrir, ou bien qui sont là en attente, qui sont là, quoi. Oui, qui sont là. Qui demandent à être étoffés par un complément d'autres textes pour dire de les compléter dans... Je suis assez vite passé dans autre chose. Ah, d'accord. Oui. C'est une autre page. Donc, oui, mais je reviendrai peut-être à ça. Hein. Voilà. Mais ici, en fait, j'ai rapidement eu cette idée parce que en faisant lire ou en rencontrant des lecteurs, plusieurs lecteurs m'ont notamment parlé d'une des petites histoires. Très souvent, en fait, quand je leur demande, tiens, laquelle vous a le plus marqué, ça m'intéresse toujours de poser cette question, c'est souvent la même histoire qui revenait. Donc ça m'a interpellé, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Et donc, je suis parti de cette petite histoire, qui est une petite scène, hein, comme je dis, c'est une photo, c'est un instantané, qui s'est passé, puisque dans le premier texte, dans le premier livre, tout ce qui est dans ce livre s'est passé, je n'invente rien. Donc, voilà. Je décris, j'exprime, etc. Et donc, je suis parti de cette petite scène qui s'est réellement passée pour imaginer ce que sont devenus les deux personnages qui apparaissent dans cette scène. Et je suis parti donc sur... dans la scène proprement dite, il y a notamment une petite fille qui a à peu près 12 ans. Et l'histoire que j'ai imaginée commence quand elle a 9 ans et se finit quand elle a 22 ans. Et donc j'imagine tout ce qui a pu se passer avant et après. Entre 9 ans et 22 ans, donc sa vie à elle et l'autre protagoniste de cette petite histoire également. Donc, mais là c'est vraiment de la fiction. Donc c'était intéressant parce que c'est un peu une contrainte que je me suis donnée au départ, puisque je pars d'une vraie scène. Et elle avait quel âge quand tu l'as croisée? 12 ans. Donc c'est une chance de savoir qu'elle arrive quand même à 23 ans. Ah, je n'en sais rien. Non, mais non. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'à un moment donné, elle avait 12 ans, oui. Qu'elle a comparu devant le tribunal de la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'elle était placée dans une institution, et qu'en Belgique, quand on est placé dans une institution, on est obligé, une fois par an, de convoquer tout le monde devant le juge de la jeunesse pour confirmer ou pas la mesure de placement. Alors pourquoi est-ce qu'elle est placée? Elle est placée parce que sa maman est morte et parce que son papa ne sait plus s'occuper d'elle puisqu'il est en prison. Alors je ne vais pas en dire plus, mais on a cette situation où, et ça c'est la scène de départ qui est une vraie scène, cette petite fille arrive pour la première fois à 12 ans devant le tribunal de la jeunesse avec des gens en toge, etc. Elle n'a pas commis d'infraction, elle est victime, évidemment, c'est une enfant placée pour la protéger, parce qu'elle n'a, quelque part, elle n'a plus de parents, donc elle vient avec son éducatrice,
mais tout le monde est convoqué. Et donc, la mère évidemment est décédée, mais le père arrive, menotté, s'il est en prison. Donc il arrive, donc c'est une scène, et cette scène que je décris, c'est cet échange de regards entre père et fille, dans ce contexte évidemment extrêmement particulier. Donc ça c'est la vraie scène. Et je suis parti de cette vraie scène pour imaginer quelle a pu être leur histoire. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai très vite été dans ce nouveau projet, qui est un projet là plus de... Voilà, c'est un petit roman d'une centaine de pages, mais c'est donc un autre style d'écriture, mais... qui a été suscité justement par cet échange. Oui, voilà, c'est ça. Tiens, toujours, on se focalise sur un récit. Voilà, c'est comme ça que moi je pars, comme ça, en fonction de... Je dis souvent que c'est un peu ma main qui me guide. Moi, c'est très fascinant d'ailleurs ça. Hein. C'est très impressionnant parce que... Enfin là, je m'en suis rendu compte dans ce texte d'une centaine de pages. Je ne savais absolument pas où j'irais. Vraiment... Tout à coup, j'ai l'impression que ma main commence à écrire, et puis voilà, ça me mène dans une histoire voilà, assez incroyable. Et donc ça, c'est tout ce lien très étonnant, en tout cas, quand on écrit. Cet acte d'écrire est passionnant, parce que j'y croyais pas trop, parce que j'avais déjà vaguement entendu cette histoire-là, mais c'est vraiment ça. Alors, il y en a qui structurent très fort tout ce qu'ils font, mais moi, je me suis vraiment laissé j'ai été porté par ces deux personnages, par cette petite fille et par son père, donc, qui est le deuxième protagoniste. C'est vraiment eux qui m'ont porté dans une histoire, dans leur histoire, que j'ai découvert en fait au fur et à mesure. Ils m'ont mené, c'est eux qui m'ont guidé, ce qui paraît très étonnant, puisque quelque part, évidemment, c'est bien moi qui ai écrit, mais il y a cette espèce de magie de l'écriture. C'est une découverte de l'exaltation de l'écriture. Oui, vraiment. Tout à fait. Vraiment. Ce que j'ai eu cette fois-ci. Oui, alors moins dans le premier exercice, puisque là, voilà. Oui, ce sont les flashs qu'on... J'exprimais avec une certaine sensibilité, etc. Mais des situations vécues. Là, je dirais écrire correspondait plus à un besoin d'écrire. Parce que ça répond aussi à la question initiale. C'est... Je n'ai pas écrit depuis toujours, mais à un moment donné, j'ai éprouvé ce besoin d'écrire sur certaines scènes qui me hantaient depuis 20 ans. Je me suis rendu compte que j'avais des photos en tête, je visualisais véritablement certaines scènes, comme si j'y étais encore. Et donc ça veut dire que quand même, quelque part, ça me poursuivait un peu. Donc il y a quelque chose de... Je crois que c'est Alain Berenbaum qui dit souvent que l'écriture pour lui a quelque chose de très thérapeutique. Ça lui permet de ne pas devoir suivre des thérapies ou des analyses. Mais il y a un côté, sans doute, par rapport à ce premier texte intéressant, ça m'a permis effectivement de prendre de la distance aussi par rapport à des scènes, certaines scènes extrêmement marquantes et violentes. Donc ici, on a ce prochain ouvrage en gestation. Oui, donc là c'est autre chose, c'est vraiment l'exaltation, la découverte vraiment de cette magie de l'écriture. Plus encore que dans le premier. Ouais. Tu fréquentes depuis quelques mois le monde littéraire un peu plus assidûment, par curiosité intellectuelle de découvrir d'autres écrivains, d'autres teneurs de plumes. Je pense que c'est un monde passionnant, parce qu'il y a toutes sortes de gens, il n'y en a pas deux qui se ressemblent dans ce monde-là. Oui, alors ça c'est en tout cas un monde très stimulant. Oui. Et donc effectivement, en ayant publié un premier livre, il y a une possibilité d'accéder entre guillemets à certaines associations ou autres, et donc rencontrer, je dis souvent, des vrais écrivains, puis d'autres aussi qui font autre chose mais qui écrivent, etc. Donc, et le fait de les écouter, le fait de m'exprimer parfois devant eux, d'être en interaction, d'en connaître certains, de fréquenter, de voir régulièrement d'autres, etc. Une stimulation collective. Il y a vraiment une stimulation, donc ça me donne envie d'écrire le suivant, parce que voilà, alors, souvent on se demande les uns les autres, tiens, et ton suivant, et tu travailles, tu es sur quoi en ce moment, etc. Donc il y a toute une émulation qui donne envie, effectivement, de continuer dans cette aventure, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a la chance, dans ce cadre de réunion, de rencontrer aussi des éditeurs. On voit le combat qu'ils doivent mener pour pouvoir défendre leur publication. Là aussi, c'est un tout autre monde
que l'écrivain au départ ne se rend pas compte. La personne qui prend la plume, qui prend une rame de papier, qui commence à écrire, ne sait pas vers quoi elle se lance. Quand on découvre un petit peu le monde de l'édition, on se dit, mon Dieu, être édité, mais comment y parvenir? Oui, oui, c'est pour ça que bon, je m'emballe évidemment avec ce deuxième texte, mais je suis réaliste. Reste à trouver un éditeur, évidemment. Oui, mais bon, on peut souhaiter qu'il se présente ou bien qu'il vienne vite dardard. Ça nous verrons. Oui. J'ai entendu, suite à la causerie que vous avez eue avec oui, Willy Lefebvre, qu'un texte vient de sortir et que... Où est-il, quoi? Mais c'est un des paradoxes quand même que plusieurs écrivains ou autres auteurs qu'on a évoqué ensemble. C'est que on a de plus en plus difficile à trouver un éditeur, mais on a l'impression qu'il y a de plus en plus de livres. Quand on va dans les librairies, il y a des livres partout. Je suis frappé. Et parfois, je suis vraiment frappé, et je le dis avec beaucoup d'humilité, hein, pas forcément pour moi, mais je suis vraiment frappé de voir ce qu'on publie. Je me dis, mais c'est dingue. Mais apparemment, il y a un public pour ça. Donc, il y a quand même cette ambivalence entre, d'une part, on a l'impression qu'on publie énormément, et en même temps, c'est très compliqué de trouver un éditeur. Donc, enfin, voilà, donc là, je verrai bien, hein, moi, j'ai pas encore essayé pour le deuxième texte, donc je vais encore... non, parce qu'on pourrait s'imaginer que tout est saturé, mais malgré tout, on continue. Voilà, quoi. De ce que me disent les uns et les autres, c'est quand même très très compliqué. Mais ça ne fait pas renoncer. Quoi. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment énormément de gens qui écrivent, puisque on a des centaines ou des milliers de livres quand on arrive dans certaines librairies. Donc c'est que, voilà. Il y a quand même moyen de trouver un éditeur, mais voilà. Maintenant, c'est vrai que il faut trouver j'ai envie de dire le bon filon, ou en tout cas la chose qui n'a pas été faite auparavant, et c'est ce qui s'est passé avec mon premier livre. Donc là, c'est clair que ça intéresse alors toujours l'un ou l'autre, parce que c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait avant. Une fois qu'on tombe dans des petits romans ou autre chose, là, c'est une autre aventure, puisque évidemment, il y en a beaucoup. Quoi. Donc là, on verra. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et donc c'est déjà l'essentiel, hein, parce que ça reste quelque part un hobby, une passion. Mais de plus en plus prenante, me semble-t-il. Oui, dans l'occupation intellectuelle, dans la réflexion. Oui, tout à fait, ça me plaît beaucoup. Oui. Des salons littéraires en vue? Non. Pour le moment, non. Non, puisque bon, ce livre-ci date maintenant d'il y a quand même près de 2 ans. Oui, mais dans ce genre d'article-là, il y a... Oui. Il n'y a pas d'échéance qui compte. Non, mais c'est vrai que j'ai fait quand même pas mal de salons à ce moment-là. Donc pour le moment, par rapport à celui-là, non. Donc je suis plutôt dans la phase maintenant de préparation du deuxième. Quoi, donc voilà. Souhaitons que le deuxième soit vite mis, je vais dire, sous format tapuscrit, que tu puisses te consacrer à l'écriture d'un troisième pendant que ton éditeur se débrouille. Voilà. Oui, mais oui. Ben, Thierry, je te remercie beaucoup pour les confidences qu'on a pu te tirer. Merci. Parce que faire avouer un magistrat, c'est pas toujours évident. Qu'il puisse se confesser à nous et en public, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Mais voilà, merci. Voilà. Et à la prochaine. Ah. Oui, ça c'est fréquent.